Donc, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que vous m'entendez bien. Et donc, la séance d'aujourd'hui porte sur les inégalités dans les marchés du travail et plus précisément sur les inégalités entre femmes et hommes sur le marché du travail. Donc, je pense que pour les économistes, comprendre les inégalités des revenus, et en particulier des revenus du travail, est une question fondamentale. Comment est-ce que la richesse est distribuée dans un pays? C'est quelque chose qui nous intéresse depuis un siècle et demi. Et ces dernières années, on a posé les questions d'une façon différente et c'est sur ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc, les inégalités dans les marchés de travail s'expliquent en grande partie par les domaines d'activité dans lesquels les individus travaillent, par les niveaux d'études, par les temps de travail. Mais on continue à voir qu'il y a une partie importante de ces inégalités qui reste ce qu'on appelle inexpliquée par ces facteurs et qui est, d'un point de vue statistique, attribuée à des caractéristiques des travailleurs tels que les genres, l'ethnie, les statuts d'immigrés. C'est pas seulement ça, mais on voit aussi que dans les facteurs traditionnels, comme le niveau d'études et les domaines d'activité, ces caractéristiques sont importantes parce qu'elles sont corrélées avec ces facteurs que je viens d'évoquer. Et donc, la question que je voudrais poser aujourd'hui, c'est pourquoi on voit ces différences et quels sont les outils que les économistes ont mis en place pour les expliquer. Je vais examiner les hypothèses qui ont été mises en place ces dernières années et la plupart de mon analyse va se centrer sur les inégalités salariales entre hommes et femmes, mais je vais parler un peu aussi du choix des métiers ou des promotions parce que bien sûr, ce sont des facteurs qui sont reliés aux inégalités salariales. Je vais aussi dire que je vais parler des genres, mais une grande partie des arguments que je vais évoquer s'appliquent à d'autres minorités. Ce sont des arguments qui sont importants pour les différents groupes ethniques, pour les groupes religieux, pour les différences entre des individus nés dans les pays et des immigrés. Donc, mes exemples vont être sur les genres, mais beaucoup de ces théories peuvent s'appliquer pour des autres groupes qui ont des résultats différents dans les marchés du travail. Je vais commencer avec quelques faits empiriques pour un peu cadrer la discussion et après je vais parler dans la plupart de ma présentation sur quelques faits explicatifs, quelques mécanismes explicatifs en divisant ces mécanismes en trois grands groupes. D'abord les mécanismes traditionnels que peut-être vous savez déjà vus dans les cours que vous avez pu suivre, comme l'éducation. Après, je vais parler des aspects très importants, les structures des emplois et la discrimination, sur lesquels il y a eu beaucoup de travail depuis plusieurs décennies. Et je vais finir avec ces facteurs explicatifs qui prennent de plus en plus d'importance pour les économistes, qui sont les normes sociales et les rôles de la socialisation, plus généralement. Alors, voilà. Bon. Donc, je commence avec quelques chiffres sur les inégalités des revenus salariés. Et je vous présente trois types d'inégalités pour vous montrer qu'effectivement, on peut réfléchir aux inégalités dans le marché du travail selon différentes dimensions. Donc, les deux premières colonnes présentent ce qu'on appelle les rapports interdéciles. Vous vous souvenez qu'on peut, quand on a une distribution
dans ces cas des revenus salariaux, on peut grouper les individus par déciles, donc diviser la distribution en 10 groupes et voir quels sont les revenus moyens du 10% avec des revenus les plus faibles, du 50% de ceux qui sont 50% de la distribution et de ceux qui sont aux 10% les plus élevés de la distribution des revenus. Et donc, le premier chiffre qu'on a, la première colonne, présente les rapports entre ceux qui gagnent, ceux qui ont les revenus les plus élevés, qui sont dans les 90% de la distribution, ce sont les 10% des salaires qui sont les plus élevés, par rapport à ceux qui gagnent, ceux qui sont dans les plus bas de la distribution, donc dans les 10% les plus bas. Et on voit qu'en France, on a des années-là, 2015-2019, c'est autour de 7,5-8 fois plus élevé pour ceux qui sont tout en haut de la distribution par rapport aux 10% plus bas. Donc, des différences très importantes. La deuxième colonne présente les ratios entre les salaires de ceux qui sont dans les 10% plus bas et ceux qui sont dans la médiane, donc dans les 50% de la distribution. Et là, on voit que les rapports, c'est autour de 4 fois plus élevés. Donc, à nouveau, des différences très importantes. Les deux colonnes du milieu nous donnent des rapports par catégorie socio-professionnelle. Donc, on regarde la différence là, d'abord, entre les cadres et les ouvriers non qualifiés, autour de 3 fois plus élevés, et aussi entre les cadres et ce qu'on appelle les employés, donc des individus avec, disons, des postes dans des bureaux qui ont fait des études, mais qui ne sont pas dans la catégorie 4. Et là, c'est autour des 2,5 fois plus élevé. Donc, on voit qu'il y a des différences par rapport à cette dimension aussi. Et pour finir, la dernière colonne nous donne les rapports entre hommes et femmes. Et là, on voit que les rapports sont moins importants que ceux qu'on a vus dans les autres catégories. Les hommes gagnent 1,20 plus que les femmes en France ces dernières années, donc autour des 20% plus que les femmes. On va se focaliser aujourd'hui dans cette différence qui peut être plus faible, qui peut sembler plus faible que pour d'autres dimensions, mais c'est néanmoins une catégorie très importante et je vais essayer de vous convaincre que c'est très important en partie parce qu'on a du mal à expliquer certains aspects qui sont plus faciles à comprendre quand on pense aux catégories socio-professionnelles. Avant de passer aux facteurs explicatifs, je vais vous montrer quelques données pour les États-Unis. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont des données qu'on n'a pas en France, en particulier sur les différences salariales entre blancs et noirs. C'est une question qui est vue comme très importante aux États-Unis et il y a beaucoup de données sur ça. Et donc là, je vous montre, si vous voulez, les données coupées de des façons différentes. D'un côté, dans les premiers tableaux tout en haut, j'ai les rapports entre hommes et femmes et j'ai divisé ça entre hommes blancs et femmes blancs et hommes noirs et femmes noires. Et donc, vous voyez que ces rapports est de 1,25 pour les blancs. Donc, les hommes gagnent en moyenne 25% de plus que les femmes. C'est un peu plus petit pour les individus noirs, pour lesquels, en général, on voit qu'il y a un niveau des catégories socio-professionnelles en moyenne plus faible, et donc les différences sont plus petites. Dans le deuxième tableau, j'ai coupé les données de la façon contraire. Donc, j'ai regardé les rapports par ethnie, donc entre blancs et noirs, pour les hommes et pour les femmes. Et on voit que les différences sont beaucoup plus importantes pour les hommes, autour de 40%,
que pour les femmes, où on a une différence autour de 25%. Donc, ce que je vais évoquer avec ces données est qu'avec les données françaises, je ne pourrais pas parler de ce type de différences par ethnie parce que ces données n'existent pas en France, mais que c'est une dimension très importante et dans d'autres pays, on utilise les mêmes arguments, les mêmes facteurs explicatifs pour essayer de comprendre ces différences que je vous montre ici. D'un point de vue historique, quand on pense à la situation des hommes et des femmes dans les marchés du travail, ce qui est important, c'est qu'il y a eu quand même un degré de convergence énorme au fil du temps. Donc, si on regarde un siècle, dans un grand nombre de pays, les pays les plus riches, on a vu beaucoup de convergences en termes de participation dans les marchés du travail, emploi, part de travail, salaire, niveau d'éducation, choix professionnel. Et ici, je vous montre, je vais déplacer ça. Je vous montre quelques données sur les taux d'emploi des femmes dans les États-Unis et en France. En France, on a des données qui vont jusqu'à 1850. Aux États-Unis, ça commence un tout petit peu plus tard. Pour les États-Unis, on voit cette forte augmentation du taux d'emploi des femmes qui est passé d'être autour des 20% à 60%. Pour la France, on observe une augmentation d'abord, une diminution après et une augmentation à nouveau des aspects, on pourrait discuter ça plus tard, qui sont liés au changement sectoriel, l'importance d'abord de l'agriculture, après de l'industrie et comment le rôle des femmes a changé dans les différents secteurs. Mais dans les deux cas, on voit qu'il y a eu une augmentation des participations des femmes, surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ici, j'ai des séries pour les revenus, les ratios entre les revenus des femmes et hommes. Donc ici, c'est les revenus des femmes comme proportion du revenu des hommes. Et j'ai des données qui sont consistantes sur une période relativement longue, donc de 1970 à 2012, pour les États-Unis et pour le Royaume-Uni, qui sont des pays où on a vu une augmentation particulièrement forte des revenus des femmes sur cette période, qui ont passé d'être entre 50 et 60% de ce qui gagnaient les hommes à 80%. Donc, quand même une convergence très importante dans les dernières décennies. Mais malgré ces améliorations qui ont été particulièrement fortes jusqu'au milieu des années 90, on voit que les progrès se ralentissent. Il y a eu un plafonnement de la participation des femmes, il y a un écart important dans la rémunération qui persiste, les femmes restent très sous-représentées dans les statuts les plus élevés, les emplois au revenu. Il y a aussi des grandes disparités dans la répartition du travail au sein du ménage. Et donc, je vais chercher quelques éléments qui peuvent expliquer ce qu'on observe. Quelques données sur la France qui vont peut-être nous aider dans notre discussion. J'ai parlé des revenus, mais je voudrais rentrer un peu plus dans les détails de ces revenus. Donc, ce qu'on a ici, c'est les salaires horaires. Donc, combien un individu gagne par heure et l'écart entre hommes et femmes. Et donc, on voit que pour les individus qui travaillent à temps complet, les femmes gagnent presque 13 euros par heure, les hommes autour des 15 euros par heure. Donc, il y a une différence de 16%, quelque chose qui est considérable. Cette différence est encore plus forte quand on regarde les individus qui travaillent à temps partiel, où les femmes semblent être particulièrement pénalisées. Donc, vous voyez, ça c'est une chose générale pour hommes et pour femmes, que les individus qui travaillent à temps partiel reçoivent un salaire horaire, donc par heure travaillée,
pas le salaire global, qui bien sûr va être plus faible quand on travaille moins d'heures, mais les salaires horaires est plus faible pour les individus en temps partiel. C'est ce qu'on appelle la décote horaire liée au temps partiel, qui est importante, mais qui est particulièrement importante pour les femmes. Elle est de 8% pour les hommes, de 12% pour les femmes. Après, nous avons les revenus salariales annuels moyens en France. Donc là, on a une différence très considérable entre hommes et femmes, de 24%, qui va être une combinaison de cette différence dans les salaires horaires et la différence dans le nombre d'heures travaillées, qu'on peut voir tout de suite. Le taux d'activité est différent entre hommes et femmes. Il y a 67% des femmes entre 16 et 64 ans qui travaillent, 76% des hommes, donc une participation, un taux d'activité plus élevé pour les hommes. Et il y a aussi une différence importante dans les temps partiels. Les femmes travaillent beaucoup plus en temps partiel, donc presque 27% des femmes y sont en temps partiel, qu'on a seulement 6% des hommes dans cette situation. Excusez-moi, je voulais enlever ça. Très importante dans les facteurs explicatifs, c'est le temps consacré aux activités productives et aux activités professionnelles. Donc ici, c'est que j'ai défini comme activité productive et les temps de travail rémunérés, donc le temps qu'on passe dans son emploi, mais aussi les activités productives au sein du ménage. Ça peut être cuisine, garde d'enfants, ménage, etc. Et donc, on a des informations sur des aspects, heures travaillées par jour et heures travaillées par jour dans son emploi et heures travaillées par jour à l'intérieur du ménage dans ses activités productives. Et ce qui est importante pour moi ici, c'est de voir que les hommes et les femmes travaillent plus ou moins autant d'heures, donc 6h31 pour les femmes, 6h19 par jour pour les hommes, donc les femmes travaillent un tout petit peu plus, mais la part des activités professionnelles est beaucoup plus faible pour les femmes. 39% des ces heures sont rémunérées pour les femmes et le reste, c'est du travail au ménage. Et 60% des ces heures sont rémunérées pour les hommes et le reste, c'est le travail au sein du ménage. Donc, une différence très importante dans la quantité de temps que hommes et femmes vont passer dans ces activités. Donc, excusez-moi. On va passer maintenant aux éléments explicatifs. Et donc, je vais commencer par ce qui est peut-être évident pour tous, qui est les progrès technologiques. Donc, le progrès technologique a été fondamental, d'abord parce qu'il a augmenté la proportion d'emplois dont la force physique n'est pas nécessaire. C'est une différence physiologique entre hommes et femmes très importante. Et donc, la réduction de l'importance de cette force physique a permis aux femmes d'avoir l'accès à beaucoup plus d'emplois parce que ces différences physiologiques sont devenues moins importantes. Mais il y a des aspects technologiques plus fins, si vous voulez, qui ont été aussi fondamentaux. D'un côté, il y a les avancées médicales qui ont donné la liberté professionnelle aux femmes. D'un côté, il y a eu la contraception qui a permis le contrôle de la fertilité et donc la réduction de la fertilité qu'on a observé dans les pays à haut revenu depuis plusieurs siècles. Mais aussi des aspects comme l'apparition des substituts à l'allaitement maternel qui ont permis de reprendre une carrière plus rapidement après avoir eu un enfant. Donc, ce sont des facteurs médicaux qui ont donné une certaine liberté de choix aux femmes.
Il y a aussi les progrès technologiques pour les tâches ménagères et pour les possibilités des gardes d'enfants. Donc, la production domestique est beaucoup plus facile quand on a des réfrigérateurs et des machines à laver que quand on doit faire des courses tous les jours parce qu'on ne peut pas conserver les aliments pendant plusieurs jours à la maison. Donc, ça a permis une réduction des demandes sur les femmes pour le ménage, mais aussi l'apparition des substituts sur les marchés pour la garde d'enfance, qui est très importante, mais aussi une couche d'air et pas préparée, des aides pour s'occuper des personnes âgées, qui était toujours un aspect très important du travail des femmes dans les ménages. Donc, le progrès technologique a été un facteur fondamental. Mais une fois qu'on accepte ça, on essaye comme économiste d'aller plus loin. Et la première explication que les économistes ont donnée était basée sur l'accumulation de ce qu'on appelle le capital humain. Le capital humain défini comme les capacités productives de l'individu qui vont venir de des choses. D'un côté, l'éducation formelle, donc les diplômes obtenus, mais d'un autre côté, ce qu'on apprend au fur et à mesure quand on réalise une activité. Et donc, l'expérience qui peut être l'expérience au sein du ménage, si on cuisine plus, on cuisine mieux, mais l'expérience aussi dans le monde professionnel, parce qu'avec l'accumulation d'années de travail, on va devenir plus doué, plus expert pour faire certaines tâches et donc ça va augmenter notre capacité productive et les rémunérations. À ça s'ajoutent des facteurs très importants. Un est la discrimination. Je vais passer un petit peu de temps à parler de ça. Et l'autre est les structures des emplois et des industries dans lesquelles les hommes et les femmes vont travailler. Et plus récemment, les économistes se sont tournés vers des explications basées sur les normes sociales et les facteurs psychologiques qui, je vais dire un peu plus tard, ont beaucoup enrichi les types d'analyse qu'on peut faire. Donc, si on parle d'éducation et des salaires, la première chose à remarquer, c'est que les diplômes obtenus est fondamental. Je vais éliminer ça, non. Et donc, pourquoi ça s'élimine? Excusez-moi. Je n'arrive pas à enlever la petite barre. Est-ce que c'est ça? Donc, je disais, pour comprendre les différences des salaires, on commençait par l'éducation. Et donc là, je vais vous montrer la différence des salaires en France par rapport au niveau d'éducation. Donc, la première barre que j'ai, c'est les brevets des collèges. Donc, j'ai normalisé ça à 1. Et après, j'ai 3 autres diplômes et je vous montre à quel point les diplômes augmentent en pourcentage les salaires. Donc, avoir un bac en moyenne dans des revenus salariales 6% plus élevés que les brevets de collège, une licence 59% plus élevée et un master ou plus 134%. Donc, c'est plus du double qu'un brevet de collège. Donc, ça sont des faits très bien établis en France comme ailleurs, l'importance de l'éducation. Si on revient aux différences entre hommes et femmes, alors là, ce qu'on a, c'est que les dernières décennies ont vu pas seulement un rattrapage des femmes aux hommes, mais un avantage pour les femmes. Donc, à partir du milieu des années 80, 1980, les femmes ont commencé à être plus diplômées qu'elles sont. Donc là, j'ai les taux bruts d'inscription dans l'enseignement supérieur
Et aujourd'hui, en France, il y a plus de femmes inscrites dans l'enseignement supérieur, il y a plus de femmes diplômées des hommes. Donc, un rattrapage très important qui a, si vous voulez, éliminé l'éducation comme facteur explicatif pour les différences entre hommes et femmes. Et donc, pour vous montrer ça, je vais faire une décomposition de l'écart des revenus entre hommes et femmes en France. Donc, je vous ai dit avant que l'écart des revenus salariaux mensuels, c'est autour de 24%. Donc, pour 2012, c'est l'année pour laquelle je fais cette décomposition, c'était 24,5. Et on a trois gros facteurs explicatifs là. D'abord, on a la durée du travail et la décote par temps partiel que j'évoquais avant. Donc, les femmes travaillent moins d'heures par mois et travaillent plus souvent en temps partiel qu'on a vu et pénaliser un revenu horaire. Et ça explique presque 11 points de pourcentage, 10,9 sur ces 24,5 que j'avais. On a une autre partie expliquée par l'écart d'éducation et la ségrégation par secteur et poste. Et ça, c'est autour de 7%. Et on a une partie qui est ce qu'on appelle la partie non expliquée, qu'on ne peut pas attribuer à ces facteurs qui contribuent sur 6 points de pourcentage. Ce qui est important est que tous ces facteurs ont un impact négatif sur les revenus des femmes, souvent, qui est l'écart d'éducation. Et donc, en effet, c'est le seul facteur qui réduit l'écart salarial. Si les femmes avaient eu en France en 2012 le même niveau d'éducation que les hommes, l'écart salarial aurait été plus élevé d'un point. Il aurait été 25,5% au lieu de 24,5%. Donc, ces rattrapages que j'évoquais avant a été très important historiquement et aujourd'hui favorisent les femmes dans les marchés du travail. Donc, revenons sur des autres questions. Une, j'ai dit, c'est les structures des emplois. Donc, les femmes et les hommes travaillent dans des secteurs et dans des industries différentes. Voici quelques données. Donc, on a la répartition des femmes et hommes par secteur. Je ne vais pas évoquer tous les secteurs ici, mais ce que je voudrais attirer votre attention sur la différence entre les débats, la bleue, qui sont les femmes, et l'orange, qui sont les hommes. Et ce qu'on voit, c'est que dans la plupart des secteurs, les deux sont assez éloignés. En commerce, la deuxième par la gauche, les hommes et les femmes participent d'une façon assez proche, mais dans l'industrie, il y a beaucoup plus d'hommes, dans le social, il y a beaucoup plus de femmes. Et donc, si ces types d'emplois ont des rémunérations différentes, une grande partie de la différence salariale observée viendra du choix d'emploi. Et c'est ça qu'on voyait avant dans les données quand je disais que c'était un facteur explicatif majeur. Est-ce qu'on doit se contenter en disant que comme les femmes et les hommes travaillent dans des emplois différents, ils ont des rémunérations différentes? Je ne suis pas sûre. Et donc, sur cette différence importante qui est autour de 7 points de pourcentage, on voudrait comprendre pourquoi on a ces différences. Et il y a des façons de poser cette question. D'un côté, on peut se poser la question de si les femmes choisissent de travailler dans des secteurs moins rémunérés ou si c'est plutôt le contraire. Aussi, pour quelques raisons, nos sociétés décident de payer des salaires plus faibles dans les secteurs où il y a surtout des femmes qui travaillent. C'est ce qu'on appelle les secteurs féminisés. Oui, est-ce que les femmes vont vers les secteurs féminisés qui sont moins rémunérés ou est-ce que quand un secteur est féminisé, on décide, si vous voulez, socialement, de moins rémunérer ce type d'emploi, ces secteurs.
On a aussi une autre question qui est très importante, qui est pourquoi les femmes et les hommes choisissent ces emplois différents et à quel point il vient du choix d'études. Et peut-être vous avez suivi un peu les débats ces derniers mois sur la réduction du nombre d'élèves en maths suite à la réforme du bac et en particulier la réduction du nombre des jeunes femmes qui suivent les maths au lycée et les implications que ça pourrait avoir pour les choix d'études dans le futur et les choix d'emploi. Et donc, on voudrait comprendre d'où vient ce type de différence. La question que je vais me poser maintenant est l'importance de la discrimination entre hommes et femmes dans les marchés de travail. Donc, on peut tous penser, on a tous une idée intuitive de ce qu'est la discrimination. Les économistes, en général, on la définit comme l'évaluation sur les marchés des caractéristiques personnelles du travailleur qui ne sont pas liées à la productivité. Donc, les sexes, le genre est un facteur, mais l'ethnie, la religion, les statuts d'immigrants peuvent l'être aussi. Et donc, les économistes distinguent traditionnellement entre la discrimination par goût et la discrimination statistique. La discrimination par goût est l'idée que moi, je n'aime pas un certain type de personnes. Je n'aime pas les personnes qui s'habillent en bleu. Et donc, je ne vais pas employer des personnes qui s'habillent en bleu. Ce n'est pas une explication très intéressante. On a beaucoup lutter contre ça socialement et à travers des lois. Mais ce qui est plus important pour les économistes, c'est l'idée de discrimination, ce qu'on appelle statistique. Pourquoi? Bon, parce que l'idée avec la discrimination statistique, c'est que certaines caractéristiques, comme le fait d'être femme, peuvent donner des informations utiles à un employeur quand on a de l'information imparfaite. Qu'est-ce que je veux dire par information imparfaite? Peut-être on voudrait, comme employeur, connaître les vraies caractéristiques d'un individu, mais c'est très coûteux. Et donc, ce que les employeurs peuvent faire, c'est faire des suppositions éclairées. Et c'est dire, bon, je ne sais pas si cette personne est très motivée dans son travail ou si il ou elle va vouloir travailler les soirs, mais je vais utiliser des caractéristiques que j'ai pu observer, le fait d'être homme ou femme qui est visible immédiatement, et je vais me poser la question de si elles sont corrélées avec ces caractéristiques qui m'intéressent. L'individu est prêt à travailler les soirs et rester tard au boulot. Et donc, s'il y a une corrélation, du point de vue de l'employeur et statistiquement, c'est rationnel de traiter d'une façon différente les hommes et les femmes, même s'il n'a pas un goût particulier pour, disons, les hommes. Et je vais vous donner un exemple pour ça. Imaginez que j'ai un cabinet de conseil informatique et que je vais embaucher quelqu'un qui travaille sur l'assistance aux entreprises et je sais que les problèmes dans les entreprises peuvent se révéler en fin de journée. Les clients voudraient que tout soit résolu pour le lendemain et donc je vais des individus qui sont prêts à travailler les soirs. Je ne peux pas observer ça quand j'embauche quelqu'un parce que si je pose la question, les gens vont me dire « Ah oui, bien sûr que je suis prêt à travailler les soirs. » Mais je peux observer si c'est un homme ou une femme et je vais peut-être me dire « Bon, les femmes, elles s'occupent de la famille, des enfants, elles sont moins disponibles, elles vont me dire non. Donc, je préfère d'embaucher l'homme ou donner un salaire plus élevé à l'homme parce que je pense qu'en moyenne, il va être plus disponible. » Et donc, c'est un choix qui, en moyenne, est efficace et qui est parfaitement rationnel du point de vue de l'employeur, même s'il n'a pas une préférence particulière pour un groupe ou pour un autre. La discrimination statistique pose des questions importantes, à mon avis. D'un côté, les femmes peuvent discriminer autant que les hommes,
si ce n'est pas une question de goût, si c'est une question de statistique, les femmes vont peut-être faire les mêmes calculs que les hommes et donc elles peuvent discriminer d'autres femmes en appliquant ce type d'argument. D'un autre, on doit se poser la question de si la discrimination statistique devrait être illégale vu qu'elle est efficace. Et donc là, il y a des différentes réponses. On peut dire qu'elle viole les concepts d'équité. Donc ça, c'est un souci. Mais aussi, elle va contre l'idée suivante qui est pourquoi est-ce que je dois être traitée selon ce que les autres femmes choisissent de faire. Je voudrais comme individu être traitée selon mes décisions dans les marchés du travail et pas selon une vision de ce que les femmes font en moyenne. Tout ça veut dire que c'est très difficile de faire une différenciation entre la discrimination statistique qui est acceptable et quand elle est inacceptable. Je vais là vous donner un autre exemple. Imaginez, pensons à des joueurs, des jeunes joueurs de foot. Le PSG va à Madrid, ma ville, chercher des jeunes joueurs. Il regarde quelques individus jouer. Et il y a des jeunes garçons qui ont eu les mêmes performances lors des tests qu'ils ont fait. On ne peut pas passer beaucoup de temps à les regarder une fois, une autre fois, mais on a certaines informations. L'un a été entraîné avec l'équipe des jeunes du Real Madrid, que vous connaissez tous, et l'autre dans les petites équipes de ma ville, le Rayo Vallecano, qui n'est pas la même catégorie. Qui sera meilleur en moyenne? Bien sûr, celui qui a passé du temps au Real Madrid. Et donc, est-ce que c'est juste que ce soit cet individu qui est embauché ou est-ce qu'il y a une injustice parce qu'en principe, quand on les a regardés, ils n'ont plus les mêmes performances et ce qu'on est en train de faire, c'est de donner à l'un et à l'autre les performances moyennes de leur groupe sans pouvoir observer les performances individuelles. Et donc, il y a une grosse question sur la justice de ce type de situation et quand est-ce que ce type de discrimination est justifié et quand elle ne l'est pas. Donc, discrimination, un facteur très important qu'on n'a pas encore complètement compris, mais il y a beaucoup de situations où on a beaucoup d'informations et on sait qu'il n'y a pas de discrimination entre hommes et femmes. Et malgré ça, on observe toujours des comportements différents. Et donc, les économistes se sont tournés vers des facteurs psychologiques et sociopsychologiques pour essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Donc, là, on a commencé à parler des questions des traits, des attributs qui semblent différer systématiquement entre hommes et femmes. On voit dans beaucoup d'études qu'il y a une différence dans les préférences vers les risques. Les femmes, en général, prennent moins de risques que les hommes. Les femmes ne semblent pas avoir les mêmes attitudes vers la compétition, vers la négociation. Et donc, on parle de ces facteurs comme des facteurs psychologiques, parce que les psychologues les sont bien identifiés, mais en économie, on les appelle souvent des facteurs sociopsychologiques. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à comprendre encore à quel point ces facteurs viennent de ce qu'on pourrait appeler la nature, sont des traits biologiques innés ou des traits culturels ou des traits sociaux où hommes et femmes se comportent selon ce qui est attendu d'eux. Et on voit que ces facteurs sont importants. Et là, je vais évoquer une étude que j'ai faite récemment sur les promotions en France en sciences économiques pour les passages des maîtres, maîtresses de conférences à professeurs, où on voit que la probabilité d'être promu est des fois plus élevée pour les hommes que pour les femmes. Et ce qu'on avait regardé et à quel point les femmes n'étaient pas promues parce que quand
étaient candidates à une promotion, les jurys décidaient de ne pas les promouvoir. Et là, on ne trouvait pas de différence. Candidat homme, candidat femme, la probabilité d'être promu était la même. La différence était que les femmes ne se portaient pas candidates. Et donc, là, on doit se poser les questions de pourquoi des femmes qualifiées choisissent de ne pas chercher des promotions, d'aller plus loin en rentrant dans un concours, et est-ce que c'est un goût, un moindre goût pour la compétition qui amène aux femmes à dire non, je ne vais pas me battre pour cette promotion. Donc, dans ce type de situation, ce qui vient tout de suite en tête comme facteur explicatif sont les normes sociales. Et les normes sociales sont en train de prendre de plus en plus de place dans les explications proposées par les économistes. Donc, d'abord, les normes sociales, c'est quelque chose qui vient de la socialisation et qui sont apprises dès le plus jeune âge et qui peuvent avoir des effets sur plusieurs niveaux, mais qui sont très utiles pour nous comme les économistes parce qu'elles peuvent nous aider à expliquer des comportements qui ne semblent pas être efficaces. Comme ce que je viens de décrire, pourquoi des femmes qualifiées ne cherchent pas des promotions quand elles ont les mêmes aptitudes que leurs collègues hommes qui cherchent d'être promus. Et donc, quand on parle des normes sociales, il y a des questions très importantes qui sont un peu nouvelles en économie, qui est l'idée d'identité. Donc, l'identité, c'est quelque chose qui est défini comme les sentiments de soi et les sentiments d'appartenir à une ou plusieurs catégories sociales. Donc, elle implique une vision de comment on doit se comporter, parce que les personnes de cette catégorie, ce genre, cette ethnie, cette religion, cette nationalité, doivent socialement se comporter d'une façon particulière, mais pose aussi un problème énorme parce que la plupart d'entre nous ont plus d'une identité, ont plus d'une facette, et donc ce qui est difficile à comprendre est quelle facette va dominer. Par exemple, si on pense à moi, à Cécilia, je suis quoi? Est-ce que je suis prof? Est-ce que je suis mère? Est-ce que je suis femme? Est-ce que je suis femme au ménage parce que je fais les ménages chez moi, comme beaucoup d'entre vous? Est-ce que je suis espagnole? Et donc, il y a cette pluralité d'identités qui va créer des conflits dans les comportements et notamment dans le monde du travail. Mon identité comme professeur d'université, mon identité comme mère de famille, etc. Et donc là, ce que les économistes essayent de faire est de s'appuyer sur des études en psychologie qui montrent qu'on s'attend quelques comportements chez les femmes, chez les filles. Elles doivent être plus dociles, plus généreuses, plus maternelles. Les garçons et les hommes doivent avoir plus de confiance en soi, doivent être plus compétitifs, plus agressifs. Et donc, ces expectatives qui pourront, et beaucoup d'entre nous, on pense, ont en origine sociale construite, vont avoir un impact très important sur les décisions dans les marchés de travail. Elles vont nous aider à expliquer la division du travail domestique et temps partiel chez les femmes, la réticence à gagner plus que son conjoint, et les femmes qui parfois décident de ne pas progresser dans leur carrière pour ne pas rompre l'équilibre dans lequel les maris gagnent plus que la femme, les choix d'études que j'évoquais avant et par conséquent les choix des secteurs d'emploi, la décision de ne pas chercher une promotion. Et donc, dans ces contextes, les normes nous aident à comprendre des comportements qui, en principe, sembleront peu rationnels, mais qui nous poussent à avoir une vision plus large de la rationalité
et de pourquoi on va dévier de ce type de comportement. Et donc, je vais m'arrêter ici en finissant avec une question qui émerge de ce type d'analyse et qui est très importante, qui est si aujourd'hui on considère que les normes sociales sont devenues fondamentales pour expliquer les différences entre hommes et femmes, est-ce qu'on peut changer les normes sociales et comment est-ce qu'on peut changer les normes? Et je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup.